Alors, bienvenue au domaine et musée royal de Marimont pour un nouvel événement virtuel. Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, Arnaud Kertinmont, conservateur de la section des antiquités égyptiennes et proche-orientales, vous invite pour une conférence exclusive. Donc je vais lui céder la parole sans tarder davantage. Bonne visite à vous et à très bientôt au domaine de Marimont. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de cet événement, je souhaiterais vous parler de l'Égypte et de ses voisins. En effet, bien que la civilisation égyptienne rayonne à l'international et soit excessivement influente, elle dépend énormément de ses voisins pour importer une série de matières premières et d'objets manufacturés. Parmi ceux-ci, on va retrouver des objets tout à fait prestigieux et l'endroit où l'on a découvert ces objets nous indique la préciosité de ces objets. Ainsi, le lapis-lazuli, cette très belle pierre d'une couleur bleu nuit, parfois veinée d'or, est un matériau prépondérant en Égypte ancienne. C'est véritablement un objet essentiel. Il représente dans la mentalité égyptienne la nuit, l'éternité, mais également les cheveux des dieux. Guère étonnant de retrouver énormément d'objets en lapis-lazuli dans le trésor de la tombe de Toutankhamon. Cet objet symbolisant la nuit, mais étant également une promesse de renaissance, il n'est pas non plus étonnant de voir de nombreux scarabées représentés dans cette matière. En effet, le scarabée symbolise le soleil levant et donc, en réalisant l'animal dans ce matériau, cela symbolise qu'il émerge de la nuit pour apparaître au petit matin. Le lapis-lazuli, cette très belle pierre bleue, n'est cependant pas originaire d'Égypte. Il n'y en existe pas sur le territoire. On les retrouve dans des zones montagneuses situées aujourd'hui dans l'actuel Afghanistan. Rendez-vous compte du chemin que cet objet a dû parcourir pour arriver jusqu'en Égypte. Cela vous donne une idée de l'importance monétaire accordée à cet objet, mais également l'importance de la symbolique qu'il revêt pour le faire venir d'aussi loin. Par chance, nous conservons au musée royal de Marimont ce superbe petit pot à colle, c'est-à-dire un pot à maquillage, sur lequel vous pouvez voir effectivement cette très belle pierre bleue avec des veines plus foncées et également des veines d'or qui sont conservées dedans. Lorsque l'on parle de relations avec les pays étrangers, de commerce, on se tourne tout naturellement vers les peintures qui ornent les chapelles funéraires de tombes égyptienne, et ici en l'occurrence celle de Rekhmiré, le vizir de Thoutmôsis III, à Cheikh Abdel Gourna, c'est-à-dire Thèbes, la Luxor actuelle. Sur cette peinture, on peut voir plusieurs registres qui nous présentent des dignitaires étrangers qui apportent tribut et cadeaux diplomatiques à Pharaon. L'Égypte de cette époque, l'Égypte de Thoutmôsis III, est un véritable empire qui à la fois commerce, c'est-à-dire d'un point de vue économique, avec les pays étrangers, mais reçoit également une série de cadeaux diplomatiques à l'occasion de certains événements. Nous allons détailler certains de ces registres en commençant par les localisations situées le plus au nord. Nous allons commencer par l'Ekiftiou, c'est-à-dire la Crète actuelle. À tout le moins, la Crète et les petites îles qui l'entourent. Sur le registre, vous pouvez donc voir une série de personnages qui portent des vêtements tout à fait typiques de leur région. En ça, les Égyptiens ont un trait de génie puisqu'ils sont très détaillés dans les sandales, dans les pagnes, dans les coiffures, ce qui nous permet immédiatement d'identifier le pays d'où sont originaires ces personnages. Parmi les cadeaux diplomatiques et les importations qui proviennent du monde crétois, on va retrouver de l'argent. Ainsi des vases en argent, comme vous pouvez le voir sur la gauche, mais également des anneaux de métal. Attention, lorsque les Égyptiens représentent des anneaux de métal, ils ne représentent pas des bracelets. Ils représentent en quelque sorte une forme de lingot, une forme brute, qui a donc valeur pour le poids du métal qu'elle renferme. L'argent est un minerai excessivement précieux en Égypte, bien plus que l'or, puisqu'il n'y a aucune mine d'argent sur le territoire. C'est donc un matériau qu'il faut importer directement de l'étranger. Les Égyptiens sont également très friands de céramique minoenne, comme l'attestent ces quelques exemplaires qui ont été découverts directement en Égypte. Attention cependant,
une pièce en céramique voyage rarement vide. Quitte à la transporter, autant qu'elle contienne quelque chose. Et donc, ces vases, certains étaient des vases à parfum, voyageaient donc remplis. Et donc, l'objet en tant que tel avait une valeur à la fois pour le contenu, mais également pour le contenant. Cette céramique était tellement prisée que les Égyptiens n'ont pas hésité à les copier pour que cela revienne bien évidemment moins cher. Ainsi, sur la gauche, vous avez un riton, une corne à boire que tient le personnage dans sa main gauche, et à droite, vous avez une copie, certes plus tardive, mais d'un modèle tout à fait similaire, en étant réalisé en Égypte, avec des matériaux égyptiens. Cela coûte moins cher, mais cela ressemble à cet objet de prestige qui provient de l'étranger. Revenons à Rekhmiré, continuons de descendre vers le sud et arrêtons-nous sur la côte syro-palestinienne avec le pays de Réténou. Comme vous pouvez le voir sur le registre, les habitants de ce pays sont immédiatement identifiables puisqu'ils portent une série de longs vêtements blancs et ont parfois des cheveux relevés presque en chignon. Parmi les cadeaux qui sont apportés au pharaon, on va retrouver des animaux, ainsi un ours brun. Il faut savoir que l'ours était présent en Syrie-Palestine durant l'Antiquité, mais également des chevaux, des vases en or, et un char. Le char, en effet, n'est pas une invention égyptienne, c'est une invention levantine et les populations du Levant étaient excessivement réputées pour la construction de chars, qu'il s'agisse d'un char d'apparat ou d'un char de guerre. Parmi les matières premières importées, vous devinez à nouveau des anneaux en argent en haut à gauche, mais un élément un peu plus obscur que j'ai identifié par une flèche bleue. Il s'agit en réalité de planches de bois. Alors pourquoi l'Égypte aurait-elle besoin d'importer du bois? Eh bien parce que le bois qui est présent sur le territoire égyptien n'est pas réellement de bonne qualité. Et lorsque l'on cherche des propriétés particulières pour réaliser des objets particuliers, on se tourne vers les importations. Ainsi, du Levant, du Réténou, on va importer des planches de cèdre. Cet arbre possède un bois qui est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas. Nous avons la chance de conserver dans le domaine royal de Marimont un très beau cèdre qui a été planté avant 1850. Celui-ci est malheureusement en fin de vie, raison pour laquelle il est maintenu par une série de béquilles de bois. Il faut savoir que la structure n'est plus alimentée en sève que sur environ 1/5 de sa superficie. Nous l'aidons donc à terminer agréablement sa vie, mais sachez que juste à droite, en dehors de la photo, se trouvent 2 de ses enfants, puisque des graines du cèdre ont été récupérées, ont été mises à germer, et 2 petits exemplaires se trouvent juste à côté de lui et lui succéderont quand son heure sera venue. Le cèdre, ce bois qui est donc imputrescible, est utilisé en Égypte principalement pour la construction de barques et de bateaux, que cela soit pour la navigation fluviale, mais également pour la navigation sur la mer Rouge. Vous avez à l'écran la barque solaire du pharaon Khéops, qui n'a vraisemblablement jamais navigué, qui a été retrouvée démontée à proximité de sa pyramide. Eh bien, puisque ce bateau était censé flotter, arpenter régulièrement les fleuves de l'éternité, eh bien, c'est le cèdre qui a été utilisé pour conserver le bateau le plus longtemps possible. Ces planches qui sont importées directement de l'étranger, elles ont donc une valeur excessivement importante puisqu'elles permettent la navigation de marchandises d'importance, je dirais, et donc elles ont un certain coût. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des planches de cèdre, des planches de bateau réutilisées dans d'autres objets. Ainsi, sur ce cercueil conservé à l'origine, au musée du vieux cimetière à Soigny, qui se trouve en dépôt à l'heure actuelle au musée royal de Marimont, eh bien, vous pouvez voir sur la photographie dans le coin inférieur gauche que 2 planches sont en réalité des planches de cèdre.
Ce cercueil de Soigny, qui ne paye pas de mine au premier regard, est en réalité un objet excessivement fascinant de par son histoire, de par son utilisation, sa réutilisation et son décor. Mais pour cela, vous devrez attendre 2022 puisque cet objet sera présenté en exposition à Marimont. Je vous montre à nouveau les anneaux de métal qui vont être importés du Réténou pour vous montrer effectivement les anneaux blancs de l'argent, mais qui sont également surmontés par des anneaux d'or. Il faut donc percevoir ces anneaux comme une espèce de lingot. C'est l'objet qui va être utilisé, refondu pour pouvoir faire autre chose. Mais que fait-on justement avec ce minerai qui provient du Réténou? Eh bien, restons dans la tombe de Réquemiré où nous avons l'opportunité de découvrir une scène d'atelier, une scène d'un atelier de métallurgie, d'orfèvrerie, dans lequel on va effectivement nous présenter directement ce que l'on peut faire avec du minerai. Vous pouvez voir sur la droite de la scène centrale 3 personnages qui apportent du minerai. Le 4e personnage penché vers l'avant décharge du charbon et vous pouvez voir sur la gauche 2 personnages qui tiennent à creuser et qui sont en train de verser du métal en fusion dans des petits godets. Mais que se passe-t-il? Eh bien, le texte présent nous éclaire sur la scène et le texte nous précise que ce qui se passe là, eh bien, c'est apporter le cuivre d'Asie que Sa Majesté a ramené de ses victoires dans le pays de Réténou, donc la Syrie-Palestine, afin de couler les 2 portes du temple d'Amon dans Karnak. Donc, nous avons là directement un texte qui nous parle d'un minerai, le cuivre, il nous dit d'où il vient, le Réténou, à quoi il va servir, couler 2 portes pour le temple d'Amon de Karnak. C'est un texte qui est fondamental pour nous puisqu'il nous parle de la création d'un objet à un moment T de l'histoire. Nous pouvons donc dire que sous Thoutmôsis III, on a coulé des portes en cuivre pour le temple de Karnak, portes qui bien évidemment n'existent plus aujourd'hui, mais donc c'est excessivement intéressant pour nous. Finalement, ce qui vient des régions situées au nord de l'Égypte, c'est-à-dire de Crète et de Syrie-Palestine, eh bien, ce sont essentiellement des apports de minerais et d'argent, puisque, je vous le rappelle, l'argent ne se trouve pas sur le territoire égyptien. Eh bien, cet approvisionnement en argent, il se matérialise dans un dépôt de fondation qui date de l'époque d'Amenémat II, que l'on appelle le trésor de Tod, qui est conservé à la fois au musée égyptien du Caire et au musée du Louvre. Vous en avez une photographie ici. Eh bien, ce trésor, dans son ensemble, se compose d'une centaine de petites coupelles d'argent qui proviennent du Réténou, de la côte syro-anatolienne. L'Anatolie, c'est la Turquie actuelle. Vous avez également au bas de l'image du lapis lazuli. Le lapis lazuli brut provient donc d'Afghanistan, comme nous l'avons vu. Vous avez également, dans le lapis lazuli, sur la partie droite, une série de perles, d'amulettes et de sceaux cylindres, donc du lapis lazuli manufacturé, qui lui vient de Mésopotamie. Et vous avez également une série de petits lingots d'argent que vous devinez au milieu sur la partie droite de la photographie, sous la forme de petites barrettes allongées. Eh bien, ces lingots d'argent, d'après les analyses de laboratoire, proviennent à la fois de Grèce, mais également d'Anatolie du Nord. Imaginez donc la préciosité de ce dépôt de fondation qui reprend à la fois des matières premières, mais des éléments manufacturés qui proviennent de l'étranger. Ça vous montre réellement à quel point l'Égypte a besoin de ces matériaux. Revenons à Réquemiré, continuons notre voyage. Partons cette fois-ci vers le sud de l'Égypte, vers la Nubie, c'est-à-dire le Soudan du Nord actuel. Que va-t-on apporter des terres de Nubie? Eh bien, on va apporter des animaux, tout comme des autres régions du monde. Vous avez ici en haut à gauche un girafon et un singe vert. Je vous ai mis des photographies de l'animal sur la droite. Donc, le singe vert, c'est un animal que l'on domestique très, très aisément. Et donc, nous avons énormément de peintures en Égypte ancienne où l'on voit qu'en fait, ce singe était un animal de compagnie
Bien évidemment, animal de compagnie que l'on retrouvait à la cour de Pharaon ou dans les hautes élites, puisqu'il fallait avoir les moyens économiques pour acquérir cet animal. On va également amener de Nubie des babouins, le babouin olive, tout à fait reconnaissable avec son derrière dépourvu de poils. On va apporter des félins et des peaux de félins. Les peaux de félin sont un élément essentiel de la religion égyptienne, du rituel égyptien. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le vêtement emblématique d'une catégorie de prêtres que l'on appelle les prêtres sem. Quel est le rôle? Eh bien c'est eux qui procèdent au rituel funéraire lorsque l'on descend la momie d'un défunt dans son caveau. Vous avez ici deux peintures sur lesquelles vous identifiez très aisément ce prêtre Sem, qui est donc vêtu d'une peau de panthère. Si les Égyptiens n'avaient pas de peau de panthère, pas d'uniforme pour ce prêtre. Ça vous démontre à quel point, à nouveau, l'Égypte a besoin d'importer certaines ressources. On importe également des planches de bois sous la forme de planches ou de bio. Cependant, comme vous pouvez le constater, ces planches sont d'une couleur noire très profonde. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit bien évidemment d'ébène, ce bois africain tout à fait particulier de par sa couleur. L'ébène peut arriver en Égypte sous forme de planches, sous forme de bio. Et que se passe-t-il? Eh bien, nous avons toujours chez Réquemiré des représentations d'ateliers de menuiserie et vous pouvez voir sur les deux photos supérieures des artisans qui sont en train de découper, de scier ces planches d'ébène, tandis que sur l'image dans le coin inférieur droit, vous pouvez voir deux artisans qui sont assis, qui sont en train de sculpter des petits éléments qui vont être appliqués sur une chapelle qui se trouve juste derrière eux. Bien évidemment, tout comme pour le cèdre, puisque l'ébène est importé, c'est un matériau tout à fait précieux que l'on va donc retrouver dans les plus hautes sphères égyptiennes et donc ça ne vous étonnera pas que je fasse à nouveau appel au mobilier de la tombe de Toutankhamon pour vous présenter un jeu de société, le manche d'une canne, mais également un siège d'enfant qui proviennent donc tous trois de la tombe du pharaon. C'est véritablement un bois précieux dont le prestige est utilisé par les plus hautes élites du pays. Continuons notre descente et partons cette fois-ci encore plus au sud, dans un pays presque mythique, le pays de Punt, que l'on localise à l'heure actuelle au sud du Soudan vers la côte, la corne de l'Afrique. Eh bien, qu'amène-t-on du pays de Punt? Eh bien, des produits tout à fait formidables. Du pays de Punt, on va certes amener des félins et des singes, comme de Nubie, il y a quand même une grande proximité. Dites-vous bien que les Nubiens apportent à la fois des ressources présentes sur leur territoire, mais également des ressources qu'ils ont fait venir de leurs voisins directs. Cela rajoute à la préciosité du cadeau. Mais de Punt, on va surtout ramener des arbres. Quel type d'arbres? Des arbres à encens. Vous en avez un exemplaire ici qui est dans un panier porté par deux personnages. Ces arbres à encens, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des arbres de la famille des Boswellia. Le Boswellia, donc, c'est un arbre que l'on va retrouver dans la corne de l'Afrique, sur la côte érythréenne et au sud Yémen notamment. C'est un arbre qui exsude une résine blanche, jaunâtre, blanchâtre. Eh bien, cette résine, en la faisant sécher, on va obtenir une série de petits grains que vous avez au milieu de l'image. Qu'est-ce que ce grain? Eh bien, ce sont des grains d'encens. Ce sont ces petits grains de résine que l'on va faire brûler et qui vont dégager du parfum. Ceci est un élément fondamental dans la pensée religieuse égyptienne. En effet, l'encens se dit Sennetcher et est identifié en hiéroglyphe, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, par trois petites boules d'encens. Mais il se trouve que le mot Sennetcher, que l'on traduit par encens, veut également dire rendre divin. Et c'est là l'un des éléments clés de tout rituel égyptien, c'est l'offrande de l'encens qui va permettre à une divinité de rester,
une divinité ou à un défunt de devenir un dieu. C'est donc un élément primordial. Et l'Égypte importe donc de Punt cet élément absolument fondamental. On en retrouve des représentations sur tous les reliefs de temples égyptiens. Vous avez ici un exemple où l'on voit le roi Thoutmôsis III qui offre de l'encens à une divinité. Il tient dans sa main gauche ce que l'on appelle un bras à encens. Vous avez un exemplaire en bronze sur la droite. Et donc, vous pouvez voir que le roi prend des petits grains d'encens et qu'il les jette dans un petit godet, en réalité un brasero, d'où s'échappe une flamme. Et donc, en brûlant, l'encens va se transformer en fumée odorante. Et l'encens, c'est l'odeur qui est agréable au nez des dieux, c'est la nourriture spirituelle des dieux. Cette scène d'offrande de l'encens, on la retrouve sur tous les temples égyptiens, on la retrouve également sur pas mal d'objets, ainsi sur la situle de Nesnaketiou, qui est conservée également à Marimont, sur laquelle vous pouvez voir sur la droite un dédicant qui tient non plus un bras à encens, mais uniquement le brasero, et vous distinguez la petite flamme qui s'en échappe. Donc, ce personnage est en train d'offrir de l'encens au dieu Osiris qui se trouve juste à gauche de la scène. Et donc, on offre une ressource qui vient de l'étranger directement à la divinité. Puisque l'encens est un élément fondamental dans la civilisation égyptienne, il est normal que l'on retrouve des attestations d'importation d'arbres à encens depuis les origines même de la civilisation égyptienne. Ainsi, sur ce relevé de tête de massue que l'on attribue au roi Scorpion II, nous sommes ici à la dynastie 0, donc au tout début de l'histoire égyptienne, vers 3100 avant Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez voir dans l'encart bleu un bateau et un arbre qui se situe dans un pot quadrangulaire. Alors, vous allez dire que c'est peut-être rapide comme identification de ce pot et de cet arbre comme étant un arbre ensemble, mais vous verrez que nous en avons des attestations ailleurs. Lorsque l'on parle d'expédition commerciale vers le pays de Punt, il y a un site archéologique majeur qui vient à l'esprit, c'est le temple funéraire de la reine Hatshepsut à Der el-Bahari. Dans ce temple, la reine a fait représenter en relief son expédition commerciale dans une zone que les égyptologues appellent le portique de Punt. Dans ce portique, on va retrouver la mention de cette expédition aller vers Punt, mais également le retour avec les produits qui vont en être ramenés. Sur la gauche, je vous montre une série d'habitats, de constructions qui se trouvent sur pilotis au bord de l'eau. Et sur la droite, la reine de Punt, tout à fait particulière, qui vient rencontrer les émissaires égyptiens qui sont venus jusque chez elle pour commercer. Que ramène-t-on de Punt? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, des arbres à encens. Et sur le portique, on retrouve des pots qui sont quadrangulaires dans lesquels on a des arbres à encens. Regardez le déploiement des branches, c'est quelque chose de tout à fait similaire. Sur la gauche, le parallèle est fait avec la tête de massue de Scorpion II. À droite, avec la scène que nous avons vue dans la tombe de Récmiré. Vous voyez bien que dans les deux cas, on est immédiatement en train de parler d'arbres à encens. Contemporain de cette époque, de cette expédition à Punt, le scribe comptable You, dont la statuette qui appartient au Muséum de Strom d'Anvers, nous a été prêtée et se trouve en dépôt à l'heure actuelle à Marimont. Elle est visible depuis quelques mois dans la vitrine dédiée au vase Canop, au premier étage du musée. Et donc, ce contemporain du règne d'Hatshepsut a certainement dû assister au retour de cette glorieuse expédition dont on a certainement parlé pendant longtemps. Mais que fait-on de tous ces arbres? Ramener de l'encens, ramener des grains d'encens permet certes de les utiliser immédiatement dans les rituels, mais que faire des arbres? Eh bien, tenter de les acclimater aux températures égyptiennes et les planter. Les planter où? Eh bien,
dites-vous bien que le temple funéraire d'Hatchepsout, qui vous apparaît très désertique aujourd'hui, ne l'était absolument pas, puisque dans la première cour du temple, on a découvert les racines et les fossiles, presque je pourrais dire, de tous ces arbres qui étaient plantés juste devant. Imaginez donc des centaines d'arbres à encens qui étaient plantés juste devant le temple funéraire de la reine. Ça devait véritablement être merveilleux comme implantation, je dirais, architecturale. Les arbres ont été ramenés, des grains également. Vous avez ici 4 Égyptiens qui sont en train de conditionner les grains pour les ramener en Égypte. Et lorsque les bateaux ont été déchargés à Thèbes, certains textes nous relatent que la reine Hatshepsut s'est baignée, s'est plongée littéralement dans ces tas de grains d'encens, en est ressortie complètement parfumée, la peau complètement dorée. Or, il faut savoir que l'or, c'est la couleur de la chair des dieux. La chair des dieux est en or et les dieux sentent l'encens. En ressortant de son plongeon, si je puis dire, dans ce tas d'encens, eh bien, la reine en ressort complètement divinisée. Rendez-vous compte de l'importance d'un point de vue propagande royale. Donc, c'est véritablement une importation de très grand prix qui est essentielle au fonctionnement de la civilisation égyptienne. De Punt, on va également ramener une série d'animaux. Ainsi, regardez ces très beaux félins représentés sur la droite. Mais on va également ramener des girafons. Le relief est malheureusement très abîmé, raison pour laquelle je ne vous en propose que le dessin situé à gauche. Tous ces objets, ils vont être transportés sur bateau et effectivement, le portique de Punt nous montre ces bateaux chargés de marchandises. Je vous montre ici les arbres à encens dans leur panier que l'on est en train d'acheminer sur le bateau. Mais il y a d'autres choses sur le bateau. Il y a également des babouins. Babouins que nous avons vus effectivement sur la peinture de la tombe de Rekhmiré. Alors, pourquoi importer des babouins? Le babouin n'est absolument pas un animal domestique, c'est un animal d'ailleurs assez dangereux. Le babouin, c'est l'un des animaux emblèmes du dieu Thoth, le dieu de l'écriture, et donc on retrouve fréquemment cet animal représenté en compagnie des scribes, c'est-à-dire des fonctionnaires qui écrivent de l'État égyptien, comme vous en avez une série de représentations ici. Le babouin est également un animal associé au soleil levant. Vous pouvez le voir à droite sur cette frise qui devait orner l'obélisque qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde à Paris. Pour l'anecdote, cette frise n'a jamais été replacée parce que jugée indécente puisque le sexe des animaux est perçu et cela pouvait heurter la bonne société de l'époque. Alors pourquoi le babouin est-il associé au soleil levant? Eh bien, au lever du jour, cet animal commence à crier, à s'agiter, à sauter dans tous les sens. Et pour les anciens Égyptiens, il s'agissait là d'une adoration, d'une fête qui était rendue au soleil levant. Le babouin est donc un animal qui a une forte charge symbolique et religieuse. Nous en conservons quelques amulettes à Marimont, ainsi ce très bel animal sur l'amulette de droite, qui est un dépôt de la Wallonie, c'est l'ancienne collection du docteur Goreux. Et sur la gauche, cette ravissante amulette de babouin en cristal de roche, excessivement petite puisqu'elle mesure à peine 1,5 cm, mais qui démontre l'importance de l'animal. Puisque cet animal est symbolique du dieu Thoth, c'est un animal tout à fait particulier, ce ne sera pas étonnant que l'on en découvre des représentants momifiés dans des catacombes associées à certains temples égyptiens. Ici, nous sommes à Toun el-Gebel, vous avez une très belle statue de babouin sur la gauche et vous avez un animal momifié dans une petite niche sur la droite. Il faut savoir que les babouins étaient tués, momifiés, positionnés dans des petits cercueils quadrangulaires en bois et ensuite positionnés dans des niches dans les catacombes souterraines du temple à l'occasion de certaines fêtes.
On a conservé d'ailleurs toute une série de momies de babouins. L'une des plus spectaculaires est celle que vous avez à droite, qui ne provient pas de catacombes de temple, mais directement d'une tombe de pharaon dans la vallée des rois. Alors regardons les deux exemplaires de gauche. Effectivement, ces deux momies de babouins sont bien celles de l'animal. Mais peut-on réellement en être sûr? Lorsque l'on radiographie ces momies, on se rend compte que souvent elles contiennent effectivement l'animal. Alors cet animal qui est quand même assez dangereux. Si vous avez l'occasion de voir un babouin dans un parc zoologique, regardez quand même la taille de ses dents, de ses crocs. Eh bien, si vous regardez l'image D, vous verrez qu'en fait, l'animal n'a plus ses crocs. Et donc, il est vraisemblable qu'avant de ramener l'animal et l'Égypte, on procédait à l'ablation de ses dents pour... il restait dangereux, mais il l'était nettement moins. Pourquoi est-ce que je vous montre ces radiographies? Parce que vu la quantité de momies de babouins que l'on a découvertes et les analyses génétiques prouvent bien que ce sont des animaux qui proviennent de la région de Punt, voire de plus au sud, on est en droit de se poser la question de presque l'industrialisation de l'importation de ces animaux. Et puis, en radiographiant, on se rend compte qu'en fait, certaines momies de babouins n'en contiennent absolument pas. Vous avez ici une momie de babouin d'un musée rosicrucien. Eh bien, radiographiée, vous vous rendez compte que la tête est en réalité en bois et que le corps est constitué d'une céramique. Il n'y a pas le moindre élément animal à l'intérieur. Et d'ailleurs, se pose la question, à Marimont, nous conservons une momie de faucon et un reliquaire d'ibis. Cela veut donc dire qu'en théorie, dans la momie de faucon se trouve effectivement le rapace et que dans le reliquaire d'ibis se trouve effectivement l'ibis. Qu'en est-il? Eh bien, je vous donne rendez-vous en 2022 puisque nous allons effectivement passer ces objets en radiographie et un petit reportage sera réalisé l'année prochaine, vous permettant ainsi de découvrir ce qui se cache ou ce qui ne se cache pas à l'intérieur de ces objets. À tout le moins, comme vous avez pu le constater, l'Égypte, qui est effectivement une civilisation rayonnante, qui fascine, a, comme pour toutes les civilisations du monde, a besoin de produits qui ne se trouvent pas sur son territoire et elle va les importer, certainement à grands frais, de l'étranger. Cela expliquera également pourquoi certains pharaons du Moyen Empire et du Nouvel Empire vont mettre un point d'honneur à étendre le territoire égyptien, puisqu'à partir du moment où une région est sous le contrôle égyptien, il n'y a plus de raison de payer un prix exorbitant pour importer des produits, puisque ces produits sont directement apportés du pouvoir en place. Voilà, je vous souhaite une agréable journée en compagnie du personnel du Musée Royal de Marimont et je vous dis à bientôt.